Bonjour, je suis Jean-Yves Guéant, président de la FCPE du Nord. Au retour des différentes actions et questionnaires de la Fédération FCPE Nord, à destination des parents depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, vous nous avez fait part de diverses inquiétudes et questions qui persistent et s'amplifient. Nous vous avions informé que nous recevions pour une interview Madame Anne Goffard, ancienne présidente de la FCPE du Nord, mais surtout médecin virologue au CHU de Lille et enseignante à la faculté de pharmacie de Lille. Nous vous avons fait parvenir récemment un mail pour recueillir l'ensemble de vos questions que vous souhaitez présenter à Madame Goffard. Elle nous donnera son avis en tant que médecin, mais aussi en tant que maman. Madame Goffard, au travers de ses différentes qualités, avec toute sa gentillesse et bienveillance, a accepté notre invitation et répondra à l'ensemble des questions. Toute forme de réponse de Madame Goffard ne saurait être considérée comme la position officielle de la FCPE du Nord. Les avis et positions de notre fédération se font uniquement entre les membres du conseil d'administration et vous, les adhérents. Nous tenions à le préciser. Je vous souhaite une très bonne écoute. Soyez nombreux, prenez soin de vous. Bonjour Anne, merci à toi de nous avoir fait l'honneur de venir pour te faire interviewer par les membres de la FCPE du Nord. Donc je vais te laisser en quelques phrases te présenter au sein de nos adhérents. Donc moi je suis Anne Goffard, je suis médecin spécialisée en virologie clinique au CHU de Lille. Je suis professeure de virologie à la faculté de pharmacie de Lille et dans le cadre de mes fonctions universitaires, je fais de la recherche sur les coronavirus à l'Institut Pasteur de Lille. À côté de ça, je suis parent d'élèves puisque j'ai 3 enfants. Je suis adhérente à la FCPE depuis bien longtemps. J'ai été d'abord membre d'un conseil local dans les écoles primaires et maternelles de mes enfants. Et puis, je suis devenue présidente du conseil local, je suis devenue administratrice départementale, secrétaire générale de la FCPE du Nord, présidente de la FCPE du Nord pendant quelques années. Et puis, depuis 1 an maintenant, j'ai été obligée d'abandonner ces responsabilités à la FCPE du Nord, mais je suis toujours adhérente à la FCPE et c'est avec plaisir que je répondrai aux questions des parents d'élèves. Un grand merci pour eux. Alors tout d'abord, les parents ont encore de nombreuses questions à te poser sur la transmission du virus par les enfants. En vue des dernières connaissances scientifiques, pourrais-tu nous dire, pour les enfants de moins de 10 ans, quels sont les risques en cas d'infection? Sont-ils plus ou moins contagieux que les adultes? Quelle est la proportion d'enfants asymptomatiques? Peuvent-ils contaminer les autres enfants et ou les adultes? Alors, juste pour remettre un petit peu dans le contexte, il faut savoir que ce coronavirus-là, le SARS-CoV-2, qui est donc apparu dans la population humaine toute fin 2019, c'est un virus un peu particulier. Donc, parmi les coronavirus, il y en a qui donnent le rhume. Ceux-là, ils ne sont pas très dangereux, pas très graves. Et puis, il y en a qui donnent des infections très graves. Et le SARS-CoV-2 fait partie de ces coronavirus qui donnent des infections graves. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est seulement récemment, donc depuis l'émergence de ce coronavirus-là, qu'on a pu montrer qu'il y avait des gens qui étaient infectés, colonisés par ce virus-là, mais qui ne sont pas contagieux et qui sont, enfin plus exactement, qui sont contagieux mais qui sont asymptomatiques. Jusqu'à maintenant, on ne l'avait jamais décrit pour des coronavirus hautement pathogènes. Des gens qui sont réellement infectés, qui portent le virus mais qui ne sont pas malades. On ne l'avait jamais décrit, donc on l'a découvert avec cette maladie. Et ce qu'on a découvert avec cette infection, c'est que les enfants, et même les jeunes jusqu'à probablement 25-30 ans, sont très souvent, dans la très grande majorité des cas, asymptomatiques. Aucun signe clinique. Il y en a qui font quelques signes cliniques, ils ont un peu mal à la tête, ils sont fatigués, un tout petit peu de fièvre ou un petit peu de diarrhée pendant 1 jour ou 2, et c'est tout. Donc c'est des signes pour lesquels on ne va pas chez le médecin, et donc on ne fait pas de diagnostic. Mais là, en ce moment, parce qu'on est alerté sur cette infection, quand on a ces signes-là, ben on s'alerte, on va faire un test, on va voir son médecin, et donc il y a un diagnostic qui peut être posé. Donc ces gens qui sont peu symptomatiques, on sait maintenant qu'ils sont peu symptomatiques probablement parce qu'ils ont peu de virus dans le nez, une charge virale dans le nez qui est assez faible. Et le fait d'avoir une charge virale dans le nez faible fait qu'on transmet peu. On transmet peu le coronavirus, on est peu contagieux, ça ne veut pas dire qu'on ne transmet pas du tout. Ça veut dire qu'on participe à la transmission, mais à un faible niveau.
C'est la raison pour laquelle la doctrine, les recommandations ont un petit peu changé entre le printemps 2020 et l'automne 2020, parce que la quantité de virus, le taux de circulation du virus dans la population européenne et française notamment, a évolué. Quand on a déconfiné en mai 2020, il y avait très très peu de virus qui circulaient dans la population humaine, et donc on se disait, mais aussi parce qu'on ne savait pas très bien, on se disait, c'est pas la peine que les enfants portent le masque. Sauf qu'à la rentrée, en septembre-octobre, la quantité de virus qui circulait dans la population française avait beaucoup augmenté. Et du coup, on s'est dit, il ne faut pas que les enfants participent à la circulation de ce virus. Or, la collectivité, l'école, le lycée, même l'université, ont été des lieux où il y a eu beaucoup de virus qui circulaient. Et donc, on a dit, il faut que les enfants participent à la lutte contre la circulation de ce virus-là, et on a demandé aux enfants de porter le masque à la rentrée des vacances d'automne. Voilà pourquoi les enfants doivent porter leur masque. Merci. Quand un élève est positif, quand peut-il revenir en classe? Est-ce que le caractère symptomatique ou asymptomatique modifie-t-il sa date de retour? Alors, là encore, les recommandations évoluaient. En mois de janvier-février, on disait qu'il fallait attendre 14 jours après un diagnostic par un test avant de pouvoir revenir au travail ou en collectivité. Et puis, on s'est rendu compte que 14 jours, c'était trop long, ça n'était pas justifié, et on a réduit ce temps d'isolement, et on dit maintenant, il faut 7 jours. Qu'on soit symptomatique ou asymptomatique, ça ne change absolument rien. À partir du moment où on a eu un test positif, il faut rester chez soi pendant 7 jours. Adultes, enfants, la recommandation est la même. Alors, il peut y avoir des recommandations un petit peu différentes pour des gens qui ont d'autres pathologies, des gens qui sont diabétiques, qui ont certains traitements, etc. Dans ces cas-là, c'est les médecins traitants, les généralistes, les pédiatres éventuellement, qui vont donner d'autres recommandations. Mais en règle générale, c'est 7 jours, symptomatiques ou asymptomatiques, ça ne change absolument rien. À quel moment un enfant est-il considéré cas contact? Un exemple concret. S'il est en présence d'un autre élève sans masque durant la récréation. Alors, la notion de cas contact, c'est une personne, adulte ou enfant, donc là on va parler des élèves lorsqu'ils sont en milieu scolaire, quand ils sont en collectivité, et c'est le temps pendant lequel ils vont être exposés en contact avec une personne contaminée, infectée. Donc c'est une personne chez qui on va avoir un test de diagnostic positif, et on va chercher cet enfant contaminé avec combien de personnes et pendant combien de temps il a été en contact sans protection. Cas contact, c'est sans la protection du masque. Bien, on sait que plus ce temps d'interaction sans masque, plus ce temps est long et plus le risque de contamination est important. Donc la récréation, quand on est dehors, que c'est aéré, qu'on reste à plus d'1,50 m, le risque est relativement faible. Mais pourtant, moi, ma recommandation, et c'est ce que je dis à mes enfants, et c'est ce que je dis à tous ceux qui m'interrogent au quotidien, et donc c'est ce que je vais vous dire à vous, parents d'élèves de la FCPE, c'est plus on va porter notre masque, et moins on a de risque de se contaminer. Donc, portez le masque toute la journée, en récré, tant qu'on est avec d'autres, on porte son masque. Parce que, encore aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, c'est la meilleure protection, c'est le meilleur outil pour ne pas attraper ce satané coronavirus. Ça tombe bien, Anne, parce que justement, tu réponds déjà à la question suivante. Parce que la question suivante était, est-ce que le port du masque en cours de récréation est pertinent? Et même question concernant les salles de sport. Alors, en cours de récréation, moi je dis qu'il faut garder son masque. Tant qu'on peut garder son masque, on le garde. Alors évidemment, les enfants qui jouent au foot, qui jouent au ballon, qui courent, il y a des moments où pour reprendre leur respiration, ils vont avoir besoin d'enlever leur masque. Ok, on enlève le masque, 2-3 minutes, le temps de reprendre son souffle, et puis on le remet. La pratique du sport, là par contre, c'est différent. Parce qu'on a besoin de respirer. Pour certains sports, on dit qu'il faut respirer la bouche ouverte, qu'il faut souffler quand on fait de l'endurance, quand on fait des sports où il faut jouer au ballon, du basket, du handball, etc. On a besoin de respirer. Et là on ne peut pas porter le masque parce qu'on a du mal à reprendre son souffle, parce qu'on a du mal à faire certains gestes,
Quand on fait de la gymnastique, ça peut être compliqué de faire une roulade avant ou arrière avec un masque. Donc, on peut retirer son masque à ce moment-là. C'est ce qui est recommandé pour la pratique sportive. Donc, ce n'est pas exactement la même chose, la cour de récré et puis la pratique sportive. Dans la pratique sportive, on dit qu'il vaut mieux éviter d'avoir son masque. On peut l'enlever. Dans la cour de récréation, moi, je dis tant qu'on peut garder son masque, on le garde et on le porte. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de risque à maintenir les classes ouvertes tant qu'il n'y a pas 3 cas avérés en même temps? Alors, on sait, là encore, les doctrines de l'éducation nationale ont évolué entre le printemps et puis l'automne 2020. Maintenant, on sait que le risque, en fait, à fermer les classes, c'est qu'on va passer notre temps à fermer des classes parce que d'abord, ça va être 3 enfants, puis après, ce sera 3 autres, etc. Et finalement, le bénéfice pour la circulation du virus n'est pas évident de fermer les classes. Il vaut mieux que les enfants aillent à l'école, qu'ils portent leur masque, qu'ils soient en milieu scolaire, parce que le bénéfice-risque entre on va fermer la classe, les enfants vont être à la maison, vivre dans des conditions qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y a des enfants qui vont se retrouver à la maison, enfermés dans un petit appartement, qui n'auront pas à leur disposition du matériel pour faire de l'enseignement à distance, ils n'ont pas d'équipement informatique, ils n'ont pas ou peu ou un mauvais système internet pour recevoir les cours, ils n'ont peut-être pas d'aide de la part de leur entourage, il y a peut-être plusieurs enfants en même temps à la maison, l'appartement peut être petit, difficile à aérer, et donc le risque de contamination dans l'appartement est encore plus important qu'à l'école. Donc finalement, on s'est rendu compte, avec le confinement qu'on a vécu en mars et en avril, que garder les enfants longtemps à la maison, ce n'était pas une bonne idée. Et donc, moi, je suis assez d'accord avec cette recommandation de l'Éducation nationale de dire, tant qu'on peut, on garde les enfants à l'école, parce que apprendre, c'est important, garder le contact avec la vie sociale, avec la vie de l'école, c'est important. Parce que pour apprendre, il faut être à plusieurs. On n'apprend pas bien tout seul. On a besoin d'être ensemble, on a besoin d'être en groupe, on a besoin d'échanger avec l'adulte, on a besoin d'échanger entre enfants. Et donc, voilà, il faut être à l'école parce que c'est là qu'on apprend le mieux, parce que apprendre, c'est un événement éminemment social. Et donc, il faut être à l'école. Donc, si on peut garder les écoles ouvertes, les classes ouvertes, gardons-les ouvertes et allons à l'école. Justement, on parlait de l'éducation nationale. Tu sais que les chefs d'établissement ont une liberté pour faire leur protocole sur un protocole dit général. Les différents protocoles sanitaires appliqués dans les écoles ont-ils réellement limité la diffusion du virus? Alors là, c'est un peu compliqué de répondre. C'est compliqué de répondre parce qu'il aurait fallu, pour répondre scientifiquement et de manière correcte à cette question, il aurait fallu pouvoir mener des études dans chaque école pour voir s'il y a des cas qui apparaissent. Est-ce que les cas sont liés à la présence dans l'établissement scolaire ou est-ce que ce sont des cas familiaux, comme on dit, c'est-à-dire des contaminations qui se passent dans la famille ou lors des activités extrascolaires. Par exemple, dans les clubs de sport, les centres sociaux, les écoles de musique, par exemple, quand c'était ouvert, évidemment, au début de l'automne, au mois de septembre-octobre. Donc c'est difficile de répondre de manière correcte à cette question. Il y a eu quelques clusters, maintenant tout le monde sait utiliser ce mot-là, c'est-à-dire des cas groupés d'infection qui sont apparus dans certains établissements scolaires. Bien souvent, c'était des débuts d'infection qui avaient lieu en dehors de l'école. Un enfant ou un adulte qui venait dans un établissement infecté à l'extérieur et qui pouvait transmettre au sein de l'établissement. Voilà, il n'y en a pas eu énormément. Il y en a eu quelques-uns et à chaque fois, les agences régionales de santé, qui sont les structures qui sont autorisées à faire ce qu'on appelle des enquêtes sanitaires. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont interroger les personnes, ils sont tenus au secret professionnel, ils vont interroger les personnes pour essayer d'établir quand est-ce qu'ils ont été contaminés, avec quelles personnes ils ont été en contact, et justement faire une enquête de cas contact, etc. Et donc,
ce sont les ARS, les agences régionales de santé, qui sont autorisées à dire il vaut mieux fermer l'établissement ou on peut garder l'établissement ouvert et continuer à accueillir les enfants. Donc voilà, il y a des enquêtes qui sont menées et il faut respecter les recommandations qui sont données après ces enquêtes-là. Alors, si notre enfant est malade, est-ce que le test immunologique en pharmacie est aussi efficace que le test PCR? Alors, il faut bien préciser la situation. C'est-à-dire que si on a une personne, adulte ou enfant, qui a des signes cliniques, c'est-à-dire de la fièvre, fatigué, nez qui coule, les yeux qui coulent, tout ça, éventuellement un peu de toux, qui a perdu le goût et l'odorat, qui a un peu de diarrhée, alors soit on a tous les signes en même temps, soit on n'en a que quelques-uns. On n'est pas obligé d'avoir tous les signes en même temps. Souvent, on a de la fièvre avec un autre signe. S'il y a de la fièvre, c'est vraiment un bon marqueur parce que une infection virale ou bactérienne, ça donne souvent de la fièvre. Bien. Donc, si on a des signes cliniques dont on vient de parler, qu'on va chez son pharmacien, chez son médecin, faire un test qu'on dit antigénique, c'est-à-dire on va mettre un écouvillon dans le nez et faire un test où on a un résultat en 15-20 minutes. Si le test est positif, on est sûr qu'on est infecté. Le problème, c'est si le test est négatif. Ce sont des tests qui ont une relativement faible sensibilité. C'est-à-dire que s'il est négatif dans ce cas-là, on ne peut pas être sûr qu'on n'est pas infecté. Et donc, l'idéal, et ce que moi je recommande en tant que virologue clinicienne, c'est si une personne a des signes cliniques avec un test antigénique négatif, il vaut mieux aller faire un test de RT-PCR. Donc refaire un prélèvement nasopharyngé et faire un test qu'on appelle le test de PCR dont tout le monde parle. Maintenant, si on est face à quelqu'un qui n'a aucun signe clinique, et donc on dit on va faire un test avant d'aller voir les grands-parents par exemple. Ben là, comme on n'a pas de signe clinique, le risque, c'est que ce test antigénique qu'on fait chez le pharmacien ou chez le médecin généraliste et qui donne des résultats en un quart d'heure, 20 minutes, là, le risque qu'il soit négatif, alors qu'on est réellement porteur du virus, est très important. Et donc, ce n'est pas adapté à ce type de dépistage. Il vaut mieux faire une RT-PCR. La question, c'était sérologique. La question, c'était sérologique ? Immunologique en pharmacie. Oui, immunologique, c'est sérologique. Ouais. Donc là, je t'ai fait le test sérologique. Test immuno. Sur les antigéniques, quoi. Test sérologique. Alors là, test sérologique, c'est autre chose. Ça ne sert absolument pas à faire le diagnostic de l'infection. Ça sert à vous dire, une fois, il y a longtemps, plus de 15 jours, 1 mois, vous avez été contaminé et vous avez bien fait votre infection. Voilà, ça sert uniquement à ça. Donc quand est-ce qu'on le fait? Par exemple, là maintenant, quelqu'un se dit en mars, j'ai été salement malade, j'ai eu de la fièvre. Est-ce que c'était ça? À ce moment-là, je n'ai pas eu accès à un test, je n'ai pas vu mon médecin, je ne me suis pas inquiétée. Peut-être que c'était ça. On va faire un test sérologique qui va vous dire, effectivement, c'était bien ça, ou au contraire, c'était autre chose. Mais le test sérologique, ça permet de faire ce qu'on appelle un diagnostic rétrospectif. C'est-à-dire, on revient en arrière et on se dit, finalement, cet épisode infectieux au cours de l'hiver ou du printemps ou de l'été dernier, c'était bien une infection à coronavirus. Donc justement, ça permettra de corriger la question, c'est qu'en pharmacie, ce sont les tests qui font rapide d'un quart d'heure, et en laboratoire, c'est une prise de sang pour le test immunologique. Alors, est-ce que les enfants prennent des risques dans les lieux où la distanciation n'est pas respectée? File d'attente à la cantine ou dans les bus? Alors, comme tout le monde, ils prennent des risques à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut porter son masque. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a le temps d'exposition qui est important. C'est-à-dire que vous prenez le métro, vous prenez le bus, allez, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Chacun porte son masque. Dans le bus, dans le métro, dans les transports en commun, tout le monde porte le masque. Dans les transports scolaires, tout le monde porte le masque. On porte son masque correctement sur son nez, sur son menton, bien derrière les oreilles. On porte bien son masque comme il faut. Du coup, si tout le monde porte son masque, effectivement, il peut être difficile de respecter cette distance d'1,50 m, d'1 mètre entre les personnes. Mais comme on porte son masque, on réduit drastiquement le risque de contamination.
De même, on est dans la file d'attente, au self, à la cafétéria, à la cantine. On porte son masque, parce que pour l'instant, on ne mange pas, on porte son masque. Du coup, même si la distance peut être difficile à tenir, cette distance d'1,50 m, en portant le masque, on se protège, je me protège et je protège les autres autour de moi. Donc, on porte le masque et on ne l'enlève qu'au moment où on mange ou au moment où on boit. Et après, on remet son masque. A-t-on observé des problèmes particuliers de santé chez les enfants qui ont porté le masque pendant plusieurs semaines ? Je n'ai jamais entendu parler de problèmes, je pense que c'est des questions de problèmes psychologiques pour les enfants qui portent le masque maintenant depuis plusieurs semaines, plusieurs jours. Il faut voir aussi que ça ne fait pas longtemps qu'on demande aux enfants de porter le masque sur une durée longue. On va dire c'est maintenant depuis l'automne 2020. Donc on n'a pas eu d'études non plus là-dessus qui permettent de conclure de manière stricte. Il faut faire attention parce que nos collègues scientifiques, des sociologues, des spécialistes en sciences de l'éducation, des choses comme ça, vont étudier ces questions-là. Et il va falloir faire attention parce que ces problèmes psychologiques qu'on pourrait observer, qu'on pourrait attendre chez les enfants depuis qu'on leur demande de porter le masque, il va être difficile de dire est-ce que ces problèmes psychologiques sont liés strictement au port du masque ? Est-ce qu'ils sont liés au stress de l'entourage, le stress qu'on peut avoir par rapport à nos enfants, la peur de contaminer nos enfants, le stress des parents qui sont en difficulté peut-être dans leur vie professionnelle et ce stress qui peut être communiqué aux enfants. On sait qu'ils sont très sensibles au stress de leur entourage. Les difficultés, cette ambiance qui est lourde, qui est désagréable, de ne pas avoir de perspective, de ne pas savoir comment ça va se passer dans 1 mois, dans 3 mois, toutes ces difficultés-là qui pèsent sur les adultes et qui donc pèsent sur les enfants, ça aura certainement un retentissement psychologique sur nos enfants. Et ce sera probablement difficile de savoir est-ce que ces difficultés psychologiques, ce mal-être, ce stress, peut-être cette tristesse, peut-être de la dépression qu'on peut voir apparaître chez les enfants, quel que soit leur âge, est-ce que c'est lié au port du masque, strictement au port du masque, ou est-ce que c'est lié à l'ambiance dans laquelle on vit et qui est franchement pas très agréable ? Ce sera difficile de faire la part des choses. Je ne pense pas qu'on pourra... je ne sais pas encore ce qu'on pourra en conclure, mais je pense que ça va être difficile. Les parents se posent aussi beaucoup de questions sur le futur vaccin qui seront disponibles. Alors, la première question qui nous a été posée, c'est pourrais-tu nous expliquer les différentes stratégies vaccinales et les spécificités des vaccins proposés, notamment leur efficacité et leurs effets potentiels secondaires ? Alors, les différents types de vaccins, ça va être compliqué de tout reprendre, mais globalement, il y a différentes stratégies. Il faut savoir que la recherche sur les vaccins a démarré dès le mois de janvier 2020. Dès que ce virus est apparu, très vite, quand on s'est rendu compte qu'il y avait une pandémie globale qui diffusait sur l'ensemble de la planète, on s'est dit une vaccination serait un outil indispensable pour contrôler la circulation du virus. Donc la recherche a démarré très rapidement. Globalement, dans le domaine de la recherche sur ce vaccin, il y a eu 2 types de stratégies qui ont été développées. D'une part, il y a eu ce qu'on appelle les vaccins à ARN, qui sont des nouveaux vaccins, qui ont été développés donc avec 2 sociétés, Pfizer et Moderna, qui vont commencer à être disponibles là maintenant et puis début janvier pour la France. Donc ces vaccins, c'est des nouveaux vaccins. On peut voir les choses de manière positive et se dire une crise, c'est de l'innovation c'est aussi la porte ouverte à l'innovation et donc c'est des nouveaux vaccins qu'on développe où on peut se dire on fait des expérimentations et on prend des risques. Moi, je préfère me dire que c'est positif, qu'on essaye des nouveaux trucs et que ça marche. Donc ça, c'est ces vaccins-là. Et puis, il y a plein d'autres vaccins qui sont encore en cours d'évaluation, qui utilisent des stratégies vaccinales qu'on connaît depuis très longtemps. C'est toutes les stratégies des autres vaccins qu'on utilise classiquement pour se vacciner contre la rougeole, la rubéole, la diphtérie, tétanos, etc., etc.
Et donc, ils sont encore en cours d'évaluation, et qui vont venir apparaître sur le marché progressivement dans le courant de l'année 2021. Donc, on va avoir des vaccins, on va en avoir plusieurs. Les premiers, c'est les vaccins ARN qui vont être disponibles très probablement, et puis petit à petit, il y en a d'autres qui vont arriver. Il faut peut-être que les recommandations seront, certains vaccins sont recommandés pour certaines populations et d'autres pour d'autres populations, peut-être. De toute façon, il va falloir utiliser cette vaccination pour diminuer la circulation du virus et pour augmenter la fameuse immunité collective dont on a tous entendu parler. Cette immunité collective, elle va se constituer de deux façons. D'une part, avec les gens qui font leur infection, qui sont contaminés, qui sont malades ou pas, même les asymptomatiques, et qui sont protégés pendant un certain temps contre une réinfection. Et l'immunité collective va aussi augmenter par les personnes qui vont être vaccinées. Donc vraiment, le fait d'augmenter cette immunité collective va faire que le virus circulera de moins en moins dans la population humaine. Donc, la vaccination va être un outil pour diminuer la circulation du virus dans la population. Et la diminution de la circulation du virus, ça va permettre de retourner travailler, de diminuer le confinement, de retourner à l'école et de rouvrir les théâtres, les écoles de musique, les cinémas, de reprendre une vie, je dirais une vie culturelle et associative telle qu'on a aimé la vivre jusqu'à maintenant. Et c'est seulement en augmentant le niveau de l'immunité collective qu'on pourra y arriver. Donc c'est un outil important. Alors, on n'a pas encore toutes les informations scientifiques sur la qualité et sur les effets secondaires potentiels de ces vaccins. On commence à avoir des informations. Moi, ce que j'espère, c'est que les autorités de santé, les études scientifiques, les sociétés pharmaceutiques qui fabriquent ces vaccins vont nous donner un maximum d'informations pour que nous, les professionnels, on puisse informer en toute transparence la population pour qu'elle adhère à cette vaccination, parce que c'est vraiment un moment important, l'apparition de ce vaccin. Alors, est-ce une bonne idée de vacciner nos enfants alors qu'ils sont majoritairement asymptomatiques et ne font pas de formes graves ? C'est une excellente question, surtout qu'aujourd'hui, en France, donc la stratégie vaccinale a été proposée à la fois par le conseil scientifique qui conseille le gouvernement, par la Haute Autorité de Santé, par le Haut Conseil de Santé publique. Aujourd'hui, les recommandations sur la vaccination ne concernent pas les enfants. Donc pour l'instant, les recommandations vaccinales touchent les adultes. Il y a des priorisations qui sont prévues, les sujets qui vivent en collectivité de personnes âgées, donc les EHPAD, les résidences pour seniors, etc. Puis les personnes âgées qui ne vivent pas en collectivité. Puis petit à petit, on va diffuser la vaccination, mais la vaccination est toujours recommandée pour les personnes de plus de 18 ans. Donc la question de savoir si on vaccine les enfants, pour l'instant, ne se pose pas. Alors les parents se projettent aussi sur le reste de l'année scolaire. Alors, à ton avis, quelles devront être les conditions sanitaires pour que les enfants et leurs enseignants ne soient plus obligés de porter un masque en classe ? Eh bien, la condition essentielle, ça va être que le virus ne circule plus parmi nous. C'est-à-dire qu'on va voir le nombre de contaminations baisser, mais baisser drastiquement, qu'on ait moins de personnes hospitalisées, qu'on ait moins de personnes malades. Et ça, pour l'instant, je ne sais pas quand ça va arriver. Ça peut arriver de plusieurs façons, donc c'est cette immunité collective qui va augmenter. Peut-être que les conditions météo aussi jouent sur la circulation du virus. Quand je dis les conditions météo, par exemple, on a observé, là, quand mi-octobre, on a vu le nombre de cas augmenter très très rapidement en France. Ça a correspondu avec un moment où il s'est mis à faire froid, humide, et donc il y a deux choses qui ont probablement joué. Il y a probablement ces conditions atmosphériques qui ont joué sur le virus circule mieux, se transmet mieux, mais aussi c'est un moment où on rentre chez soi, où on s'enferme, on aère moins, on met le chauffage, et du coup c'est des conditions plus propices à la circulation des virus. Voilà, donc peut-être, je ne sais pas,
c'est presque un espoir que j'aimerais voir arriver, mais que peut-être qu'avec l'arrivée du printemps, la remontée des températures, il va faire meilleur, on va pouvoir de nouveau sortir, on va aérer plus facilement. Peut-être qu'à ce moment-là, le virus circulera moins. Certainement que de toute façon, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont fait une infection à coronavirus, donc l'immunité collective, le niveau d'immunité collective augmente. Avec la vaccination, il y aura de plus en plus de personnes protégées. Tout ça, tous ces petits facteurs-là font qu'au bout d'un moment, la circulation du virus va diminuer. Et c'est seulement quand le niveau de circulation du virus dans la population va diminuer vraiment fortement qu'on pourra dire, allez, on peut relâcher les gestes barrières et on peut arrêter. Mais aujourd'hui, je ne sais pas dire quand ce sera. Et il faut vraiment attendre les recommandations des scientifiques et des autorités de santé pour alléger ces gestes barrières. En tout cas, ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour maintenant. On va rester un peu dans le même cadre, hein. Alors, est-ce que le protocole sanitaire sera ajusté à partir de printemps 2021 pour tenir compte d'une probable diminution de la circulation du Covid associée à une campagne de vaccination ? Très certainement, mais là, je suis incapable de me projeter jusque-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. On a aussi des parents qui nous ont posé la question. Des classes de neige ont été maintenues par différentes écoles au mois de janvier. Est-ce une bonne idée d'y envoyer nos enfants qui dormiront en dortoir avec 4 ou 6 autres enfants sans masque ? Eh bien, je ne sais pas répondre à cette question-là. J'imagine que... franchement, l'éducation nationale est hyper prudente pour tous les risques de contamination en collectivité. Je pense qu'il y aura une réévaluation du risque en fonction de la région où ça va se passer, du niveau de circulation du virus dans cette région-là à ce moment-là. Je peux pas moi, virologue, faire des recommandations alors que je ne connais pas le contexte, ni de l'école, ni ce qui se passera au mois de janvier, ni le lieu où a lieu la classe de neige. Voilà, je ne peux pas me prononcer, je ne peux pas donner de recommandations. Il faut respecter ce qui va être dit dans ces écoles-là, dans ces établissements-là. Je pense qu'il faut que les parents d'élèves posent ces questions-là à la fois à l'équipe enseignante, mais aussi à l'équipe de direction pour prendre toutes les bonnes informations pour leurs enfants et que les décisions soient partagées entre les parents d'élèves et entre l'équipe pédagogique. Et il faut discuter ensemble, entre adultes, pas dramatiser, mais prendre les bonnes décisions en connaissance de cause et tous ensemble. Et donc, tu as déjà parlé par rapport à la vaccination des enfants, ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais une question nous est posée. Faudra-t-il vacciner nos enfants chaque année contre la Covid-19 ? La vaccination anti-Covid-19 deviendra-t-elle obligatoire comme un certain nombre de vaccins ? Alors pour l'instant, la vaccination à Covid-19, que ce soit pour les adultes ou les enfants, n'est pas obligatoire. Elle va être recommandée pour un certain nombre de personnes. On va encourager les gens à se faire vacciner. Encore une fois, les enfants ne sont pas concernés. Est-ce qu'il faudra se faire vacciner plusieurs fois ? Peut-être. Pour l'instant, on n'en sait rien. Il faut attendre d'avoir du recul, de voir combien de temps dure la protection liée à la vaccination, liée à une infection, est-ce qu'on est protégé longtemps ou pas. Tout ça, c'est les mois prochains qui vont nous le dire. Pour l'instant, je ne peux pas répondre à cette question. Je peux juste dire attendons de voir et voyons ce qui se passe dans les prochains mois. En tout cas, nous tenons à te remercier de ta présence et ta disponibilité. Je tiens quand même à informer nos parents que nous sommes à pratiquement plus de 3 mètres l'un de l'autre. Oui. Et c'est pour ça que tu ne portes pas de masque. C'est Donc, ça. encore une fois, protégez-nous, protégez-vous, et ça permettra de pouvoir mettre fin à ce virus. Merci.